Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour votre émission Santé 10, un nouveau numéro où nous allons parler ce soir de la santé mentale de nos jeunes, les enfants, les adolescents, les étudiants et puis surtout actuellement dans cette situation de crise sanitaire que nous vivons, que la vie nous impose depuis quelque temps. Et pour vous en parler, des professionnels de santé. Pour nous parler de cette thématique ce soir, la santé mentale de nos jeunes durant cette période de crise sanitaire. Quand on dit les jeunes, on parle des enfants, on parle des adolescents, on parle aussi des étudiants. On a la chance et le privilège d'avoir avec nous Nathalie Ninine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et que vous êtes aussi psychanalyste. Juste à côté de vous, nous avons Naomi Lacide. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychomotricienne. Oui, c'est bien ça. Alors pour certains, quand on discute un petit peu, on a l'impression que quand on dit psychomotricité, eh bien on est très dans tout ce qui est moteur, dans tout ce qui est physique, et on oublie parfois l'aspect psy qu'il y a devant, d'où le nom psychomotricienne. On va en parler ce soir. Bonsoir Audrey Lopen, qui est sophrologue naturopathe. Bonsoir Brigitte. Merci d'être là. Merci pour ton invitation. Sur cette thématique, parce que oui, quand on est sophrologue naturopathe, eh bien, on a un rôle à jouer quand on parle de santé mentale de nos jeunes. Et puis, une personne qui a l'habitude de venir sur le plateau de Santé 10, on se fait toujours un grand plaisir de la recevoir. C'est Angela Anani, qui est psychologue. Bonsoir Angela. Bonsoir Brigitte. Et merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Bon, j'avoue que j'ai beaucoup insisté quand même, mais Angela dit souvent, mais je suis déjà venue, veux-tu un autre collègue? Je dis, mais non, on te veut toi, donc il faut revenir. Ce soir, avec vous, on va pointer du doigt cette thématique, puisque on doit le dire, la situation, elle est compliquée pour tous. Elle est donc compliquée aussi pour nos enfants, pour nos jeunes. Et peut-être que vous êtes d'autant plus sollicités par les parents actuellement. On va le savoir, c'est une question qu'on se pose. Et puis, on va aussi voir comment, par exemple, Audrey, dans son corps de métier, comment elle peut aider dans ce moment particulier. On va rappeler déjà avec notre psychomotricienne, Naomi, on va rappeler déjà le rôle de la psycho. Qu'est-ce que c'est que la psychomotricité? Quel est le rôle de la psychomotricienne? Alors, la psychomotricité, en fait, c'est une profession paramédicale qui va reposer sur l'approche globale de la personne. Donc, on va vraiment s'intéresser à l'aspect psychique, corporelle, aux émotions, à la cognition en fait de la personne. Et en fait, la psychomotricité est adressée à tout âge de la vie. Donc, on peut s'adresser à un psychomotricien pour des nourrissons, comme pour des adultes, pour des enfants, des adolescents, des personnes âgées. Et d'où la prochaine question, quand on se demande, en quoi la psychomotricienne peut aider un enfant qui n'est pas bien psychologiquement, la réponse est même déjà dans la définition, mais on va revenir dans un court instant sur cette partie plus en détail. Angela, quel est votre constat par rapport aux enfants de moins de 11 ans concernant leur aspect psychologique durant cette période de crise sanitaire? Eh bien, ça dépend un petit peu de la manière dont les parents vivent la situation, en fait. Parce que les enfants sont des éponges émotionnelles. Et donc, c'est mitigé. Il y a des familles qui vivent à peu près bien cette situation, qui n'est facile pour personne. Et les enfants arrivent à rester dans leur univers d'enfants, arrivent à continuer à rêver et ça se passe à peu près bien. Et puis il y a d'autres familles où c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus tendu.
Et les enfants sont également pris dans ce tourbillon d'émotions négatives et là, c'est plus compliqué pour eux. Voilà, quels sont, Angela, chez les enfants, on parle toujours, hein, les enfants, pas encore les ados, mais les moins de 12 ans, quels sont les signes, quels sont les symptômes qui devraient nous interpeller pour nous faire comprendre et savoir qu'il y a un petit souci, que le mental ne va pas bien, le mental est touché? L'un des premiers signes les plus caractéristiques, c'est un changement de comportement. C'est-à-dire un enfant qui a l'habitude de dormir à 19h, par exemple, et qui subitement ne veut plus aller se coucher à cette heure-là, sans raison valable. Bon, il y a des exceptions, hein, mais voilà, régulièrement, il perd cette habitude alors qu'il avait une routine de vie. Un enfant qui ne joue plus, qui ne rit plus, qui ne chante plus, qui ne danse plus. Voilà, un enfant qui pleure un peu plus que d'habitude. Voilà, tout changement de comportement anormal, on ne le connaît pas comme ça, c'est un signe alarmant. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un grand bouleversement, ça peut être sur le moment quelque chose qui le dérange, mais quand on voit que ça se répète dans le temps, là il faut vraiment se poser des questions et les bonnes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui le dérange particulièrement? Est-ce qu'il n'est pas en situation de stress? Voilà, que se passe-t-il? C'est un petit peu la même chose pour les adolescents. Alors les enjeux, les processus sont différents. Comment dire, moi ce que j'observe, c'est que bon, déjà par rapport à cette crise, bon, déjà on avait ce problème d'addiction aux écrans et les addictions ont vraiment augmenté, et puis en plus c'est sans forcément en plus que ce soit perçu comme alarmant par l'entourage, puisque de toute façon à l'école effectivement ça passe par les écrans, enfin donc voilà. Et puis bon, alors les addictions, alors c'est pas seulement chez les, on trouve ça, l'augmentation de l'addiction aussi chez les adultes aussi, hein, alcoolisme, etc., tabagisme, etc. Mais chez les adolescents, beaucoup les écrans. Et puis bon, il y a ce repli sur soi, comment dire, cette difficulté à se projeter dans l'avenir, et ça c'est alarmant. Et ce que je déplore aussi, c'est que effectivement ils sont dans un environnement sécurisé, etc. Enfin bon, avec beaucoup d'angoisse, un peu l'environnement très angoissant, mais du coup, on n'est plus tellement à l'écoute d'eux. Et eux-mêmes, parfois, ne sont même plus à l'écoute d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est tellement, on est tellement axé sur, il y en a qui meurent, le pass sanitaire, etc., que finalement, les enjeux propres à l'adolescence, en plus, là, ils sont en train de construire leur avenir et le nôtre. Et là, c'est passé sous silence. Et donc ça, c'est alarmant. Nathalie, vous êtes psychologue. Rapidement, est-ce qu'on peut rappeler aux téléspectateurs en quoi consiste le rôle du psychologue? Angela. Ouais, je vais expliquer la psychanalyse après. Alors, Angela. Eh bien, on est là pour écouter tout un chacun. Enfants, adolescents, adultes, couples, familles, travailleurs, voilà, tous les êtres humains, je veux même dire les animaux, peut-être, pourquoi pas, de compagnie. Enfin, l'ensemble de la famille, on est là pour accueillir la parole, proposer un espace propice pour dire ce que l'on vit, ce que l'on ressent, et prendre un peu de recul par rapport à tout ce bagage et permettre de progresser, d'avancer sur les points d'achoppement, ce qui pose souci, ce qui pose question, pour un mieux-être général. Voilà. Et la partie psychanalyste, alors ? La psychanalyse, c'est étude de l'inconscient. L'inconscient, ce sont les pensées profondes, cachées, et qui nous agissent malgré nous. Et psychologue et psychanalyste, en fait, ce sont des métiers qui permettent de faire émerger la subjectivité, c'est-à-dire le sujet, qu'il soit lui, et lui en interaction avec les autres, hein, mais en même temps qu'il soit lui. Et c'est un petit peu ça qui est en berne aujourd'hui.
c'est vrai que ça fait maintenant plus d'1 an qu'on vit cette situation de crise sanitaire. Quel est votre constat, Nathalie, par rapport aux adolescents ? Alors, c'est terrible parce que l'adolescence, c'est le moment où on prend des risques, où on est actif, parce qu'il faut être actif pour se battre pour son environnement, pour son avenir, etc. Où on s'autonomise, où on se construit aussi avec les pairs, c'est-à-dire avec les gens de son âge. On se décolle des parents, de leur discours, de leur proximité, et on va dans le monde en se construisant avec ceux de son âge, cette génération. Malheureusement, là, c'est plus le cas. C'est très, très difficile. C'est compliqué. Et donc, tout ce qui est autonomisation, c'est-à-dire savoir faire de soi-même, mais aussi psychiquement, être soi, ne pas être les parents, ne pas être l'enfant des parents, être soi, se risquer, être actif, ne pas être passif, eh bien là, c'est... C'est compliqué. Audrey Lopen, vous êtes sophrologue, naturopathe. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous rappeler en quoi consiste votre spécialité ? Oui, bien sûr. Je vais commencer par la naturopathie pour la définir très simplement. C'est une manière globale de voir la santé. Donc, c'est vraiment la santé par le bien-être. C'est une médecine naturelle, ancestrale et empirique qui agit de manière préventive, c'est-à-dire pour informer. Et le rôle du naturopathe, c'est quand il accompagne toute personne, un enfant, un adolescent ou un adulte, c'est de donner suffisamment d'informations donc à la personne. Donc il y a un grand travail d'information, de pédagogie sur son capital de départ, c'est-à-dire qui il est de manière innée. Et par rapport à ça, de trouver avec cette personne des moyens pour optimiser sa santé, toujours par des moyens naturels. C'est très clairement une hygiène de vie qui est conforme à notre physiologie de départ, ce qu'on est au départ. Et c'est très important puisque quand on respecte cela, on peut maintenir notre équilibre alimentaire, notre équilibre émotionnel, mental, spirituel. Donc, toutes ces choses-là vont définir la santé de manière globale. Donc c'est un peu ça. Moi, j'ai envie de dire, dans notre thématique là, de ce soir, en quoi une consultation chez le sophrologue naturopathe pourrait aider l'enfant, le jeune, l'adolescent, l'étudiant, voilà quoi, ou même le parent. Pourquoi un parent choisirait de consulter un naturopathe, un sophrologue, parce que la santé mentale ne va pas bien ? Alors, c'est très souvent le parent qui va consulter, qui va demander être accompagné de son enfant, de son adolescent. Mais le naturopathe va jouer un rôle crucial dans le sens où il va donner en fait des informations spécifiques qui vont répondre en fait au profil de l'enfant, c'est-à-dire son profil émotionnel, sa personnalité, ses besoins, sa façon de métaboliser certains aliments. En fait, tout cela va jouer. Donc, le fait d'avoir toutes ces informations va permettre d'accompagner de manière individualisée et de répondre à des demandes par rapport à l'enfant, par rapport à l'adolescent. Parce que très souvent, on a des réponses qui seront générales, mais ça ne fonctionne pas comme ça. On va vraiment dans la spécificité de l'être tel qu'il est. On est en profondeur là. Voilà, on travaille vraiment dans la profondeur, on est dans l'individualisation et on tient compte vraiment de ça. On a Naomi Lacide avec nous pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission. Je vous rappelle que notre invitée Naomi est psychomotricienne. Dans une thérapie avec un enfant, quel est votre rôle ? En fait, la psychomotricité, comme je vous l'expliquais, on va s'intéresser à deux aspects, l'aspect psychique et l'aspect corporel de l'enfant. Et en fait, on a un outil qui est essentiel, le bilan psychomoteur, qui va nous permettre de resituer l'enfant dans son développement pour pouvoir justement le soutenir en l'encourageant, le valorisant, en lui faisant comprendre aussi qu'on le prend là où il est dans son développement, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses capacités, ses difficultés, et vraiment être dans une dynamique où on l'encourage, on le valorise pour favoriser l'estime de soi, de lui,
Et aussi, on va aussi avoir un rôle de prévention, parce que comme disait Madame Nénine tout à l'heure, c'est vrai qu'on a quand même une forte augmentation de l'exposition aux écrans. Donc, c'est vrai que pendant mes prises en charge, je retrouve beaucoup ces situations où les enfants sont exposés à la télé, aux tablettes, aux portables. Et donc, en fait, c'est pouvoir rappeler, sensibiliser les parents par rapport à l'impact négatif que peuvent avoir les écrans, en fait, sur la santé mentale finalement de l'enfant, parce que ça peut entraîner des difficultés au niveau de l'attention, ça peut aussi entraîner des difficultés au niveau de la gestion des émotions. Et du sommeil aussi, paraît-il. Hein? Effectivement, du sommeil. Voilà. Parce que apparemment, trop être devant les écrans, le soir, pour s'endormir, c'est compliqué. Bien sûr, c'est les comportements, l'agressivité. Effectivement, voilà. Ça a un impact fort sur énormément de fonctions intellectuelles et psychologiques. Hein. Il y a le sommeil, mais il y a aussi effectivement tout ce qui est réactivité, impulsivité. Voilà, on est beaucoup plus énervé, plus vite. On supporte moins la frustration, ça a un impact important. Et puis ça a un impact aussi d'un point de vue social, comme l'expliquait Nathalie tout à l'heure. Puisque je suis devant mon écran, je ne suis pas en interaction directe avec autrui, que ce soit mes frères et sœurs ou mes parents. Or, l'être humain est d'abord et avant tout un être social. Donc l'interaction est importante avec un être vivant et pas simplement un objet. Donc ça a vraiment un impact fort. Je ne parle même pas des troubles au niveau cognitif, squelettique également, parce que l'enfant se développe et rester dans des positions immobiles pendant longtemps, ce n'est pas non plus intéressant. Enfin, ça a vraiment un impact sur l'ensemble du développement de l'enfant et de l'adolescent. Et c'est très souvent, pour rejoindre ce que tu dis, ce qui explique parfois l'agressivité, l'irritabilité, l'activité, puisque devant les écrans, on ne bouge pas. Mais tout bouge dans le cerveau. Et quand on arrête, on ne peut pas aller se coucher si on ne s'est pas calmé. Donc c'est un peu les écrans, il faut vraiment trouver des moyens de réduire. Quand il est une certaine heure, il faut arrêter pour retrouver des cycles qui vont respecter en fait la chronobiologie de l'enfant. Et ça, c'est très important. C'est très important et en même temps, comment dire, c'est difficile pour les parents qui n'ont pas l'habitude. Avec cette situation, confinement, etc., là, ça, comment dire, il faut résister et, comment dire, penser davantage, imaginer davantage pour pouvoir trouver des solutions. Justement, là bon, quand il y avait pas confinement, etc., bon, ça pouvait se diluer. Ça pouvait, et là, on est face à ça. Alors, à la fois, ça comment dire, c'est un challenge de se dire, mais bon, qu'est-ce que je fais là, plus d'interaction avec mon enfant, tout en n'étant pas trop non plus sur son dos, mais en même temps faire en sorte, essayer de l'orienter vers autre chose, enfin donc se creuser la tête. Ça demande de se réinventer aussi. Voilà, exactement. En tant que parent, de revoir certaines choses pour le bien de l'enfant et pour le bien de toute la famille finalement, puisque ça aura un impact général sur tout le monde. Et ce qui est, comment dire, ce qui est tout nouveau, parce qu'effectivement, la société telle qu'elle est faite, où bon, on n'est pas trop dans imaginer, inventer, créativité, on n'est pas, on consomme plutôt. On est assez passif, c'est-à-dire dans notre fonctionnement, c'est-à-dire on avale les écrans, ce qu'on nous prend, on consomme, on est des consommateurs. Et là, ça fait appel justement à la subjectivité, c'est-à-dire tout ce qui est prendre du recul, même par rapport à tous ces événements. Comment je me protège, comment je vis les choses, quel sens je donne à ça, etc. Maintenant, comment je fais l'enfant, qu'est-ce que je peux lui proposer, et en même temps lui aussi, qu'il soit lui. Donc, trésor d'invention, et j'ai envie de dire aux parents, philosopher avec les enfants, philosopher, trouver du sens, faites-les parler, philosopher avec eux. Et vous aussi, professionnels de santé, ça vous demande énormément de réflexion, puisque votre objectif, c'est d'accompagner au mieux ces enfants, les parents, essayer de leur donner des astuces, essayer de les accompagner au mieux pour que dans cette période, justement, que ces enfants soient moins devant les écrans. Et vous aussi, ça vous demande énormément de réflexion dans vos spécialités.
de réflexion, d'adaptation peut-être, d'adaptation, de pédagogie, de patience aussi, de bienveillance, parce que tout n'est pas forcément compris au moment où on l'a dit, mais il faut vraiment aller en douceur, en tenant compte aussi de l'environnement de chacun, et ça c'est quelque chose qui va, c'est de faire le déclic, de donner à réfléchir, pas forcément tout le temps convaincre sur une chose, mais donner aux parents la possibilité de réfléchir sur des nouvelles façons de fonctionner, et quitte à donner à l'enfant finalement, puisqu'en général quand ils sont en bas âge, ils comprennent très très bien. À partir du moment où ils savent pourquoi, ils savent comment faire, et ils sont très réceptifs sur ça. Donc tout ce qui est nouveau, on leur explique, ils comprennent. J'ai envie de dire, effectivement, il faut faire ça, mais écouter avant. C'est-à-dire, pour pouvoir mettre un diagnostic, pour pouvoir conseiller, il faut écouter. Et ça c'est notre travail, mais aussi c'est le travail de chacun. C'est-à-dire savoir, les parents, écouter l'enfant, observer l'enfant, l'écouter. Et puis aussi, apprendre aussi à l'enfant à s'écouter aussi. C'est-à-dire en lui posant les questions. Mais toi-même, qu'est-ce que tu penses de toi ? Enfin, à avoir un propre travail d'introspection sur lui-même. Angela, dans la situation actuelle que nous vivons, il y a beaucoup plus de parents qui se rapprochent de vous pour leurs enfants ? Pas forcément, parce qu'ils ne mettent pas forcément le doigt sur le psychologique dans ce qui leur arrive, mais j'ai envie de dire que le confinement, c'est une contrainte qui a été imposée, mais il faut en profiter. Il faut en profiter pour pouvoir passer plus de temps avec ses enfants, faire un maximum d'activités. Alors bien sûr à la maison, on est limité sur le kilométrage au niveau du déplacement, mais au sein de la maison, pour ceux qui ont un jardin, aussi pouvoir le faire au niveau de l'espace extérieur. Il faut profiter de ce temps où on est à la maison et les enfants y sont aussi, pour pouvoir vivre ensemble et faire des choses ensemble. Et à partir de là, l'enfant va plus facilement vous expliquer, vous dire ce qu'il vit, ce qu'il ressent, et vous allez pouvoir comprendre s'il y a un souci ou s'il y a des questions qui se posent, vous allez pouvoir creuser avec lui beaucoup plus facilement que si on est en train de courir parce qu'on a rendez-vous par-ci, parce qu'il faut aller faire les courses ou autre chose. Là, on a un temps de pause et il ne faut pas le vivre négativement. Au contraire, il faut en profiter parce que c'est une opportunité pour pouvoir vivre autrement, construire autre chose, avoir une vie de famille autre, une hygiène de vie peut-être différente qui va nous permettre de pouvoir être mieux après cette crise. C'est surtout ça, vivre positivement les choses et profiter de cette crise pour que quelque chose de positif en sorte, que ça soit vraiment... c'est une opportunité, il faut le vivre. Moi, je pense qu'il faut le vivre comme ça. On va marquer une courte pause, on va revenir tout à l'heure avec Nathalie Ninine qui nous dira si du côté des adolescents, des étudiants, est-ce qu'il y a une plus forte demande actuellement durant cette période de crise sanitaire de vos services, de chez le psychologue, est-ce qu'ils sont plus demandeurs de l'aide du psychologue? On va revenir aussi avec Naomi Naomi qui est psychomotricienne. On va revenir sur les outils, les moyens que vous utilisez quand vous avez un enfant en psychomotricité et surtout un enfant qui malheureusement a des troubles psychologiques ou qui souffrent tout simplement mentalement. Et puis bien sûr on reviendra aussi avec Audrey pour parler de cette partie naturopathie, pour parler de comment en tout cas le sophrologue peut aider à aller mieux. On marque cette petite pause et on se retrouve juste après. Et nous voilà de retour pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission. Sachez que ce soir, dans votre émission Santé 10, nous parlons de la santé mentale de nos jeunes enfants, adolescents, étudiants durant cette période particulière que la vie nous impose. Nous avons avec nous Nathalie Ninine qui est psychologue clinicienne et psychanalyste. On a juste à côté Naomi Lacide, psychomotricienne, Audrey Lopen, sophrologue naturopathe, et Angela Anani, psychologue. Audrey, quels sont les outils
quels sont les moyens qu'utilise la sophrologue que vous êtes, naturopathe, pour aider nos enfants, nos jeunes, dans cette situation particulière que nous vivons? Alors, en consultation, ça commence déjà par un bilan très détaillé qui va me permettre un peu de connaître la personne, de faire connaissance, d'avoir un petit peu son parcours de vie pour pouvoir mieux répondre à la demande, aux besoins. Ça va être aussi tous nos outils en tant que naturopathe, donc sur un bilan de vitalité, le morphotype, l'iridologie, enfin bien d'autres encore. Et aussi, ça va être, donc j'utilise la sophrologie, c'est mon outil phare pour tout ce qui est gestion du stress, gestion des émotions, aussi apprendre à se connaître, à découvrir aussi ses capacités propres. Donc j'utilise un peu tout ça, la respiration, des techniques aussi de réflexe et toutes les plantes de manière bien spécifique, donc en fonction de l'enfant, en fonction de l'adolescent. Donc ça, je vais vraiment voir par rapport au profil que j'ai en face de moi. La demande a été beaucoup plus forte durant cette période? Oui, vraiment plus forte et par rapport aussi un soutien, besoin de soutien, besoin d'accompagnement, de savoir comment faire, comment je m'y prends. À la fois pour nos jeunes, mais aussi pour les parents? Les parents qui demandent d'abord. Et le jeune, en général, c'est beaucoup les étudiants. Voilà, ils sont déjà un peu éveillés, un peu déjà mûrs dans leur tête. Donc, ils ont besoin de savoir voilà, comment je m'y prends, comment je peux faire. Ne serait-ce que d'avoir des règles d'hygiène pour les études, pour la concentration, pour optimiser toutes les capacités du cerveau. Donc, tout ça aussi, en naturopathie, on peut beaucoup aider. Même pour les enfants aussi, parce que on sait que s'occuper de la santé mentale et de la santé émotionnelle, c'est d'abord aussi s'occuper du ventre. Tout ce qui se passe dans ce ventre. Et tout ce qui se passe dans ce ventre va aussi impacter la chimie du cerveau, tous nos neurotransmetteurs. Et c'est ce qui va aussi refléter notre humeur, notre morosité ou notre bien-être. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre avec l'accord, la motivation aussi de la personne qui demande, et ensemble on avance. Naomi, je rappelle que vous êtes psychomotricienne. Est-ce que en ce moment, est-ce que dans cette période de crise sanitaire, est-ce que vous avez beaucoup plus de demandes concernant nos jeunes? Alors, c'est vrai j'ai une forte demande de prise en charge, mais qui sont vraiment, qui concernent principalement justement ces difficultés au niveau attentionnel, au niveau de la perte de confiance en soi, aussi la difficulté à gérer les émotions. Au niveau aussi des difficultés par rapport aux apprentissages, donc ça va être l'écriture, ça va être tout ce qui concerne les maladresses gestuelles, enfin, voilà, l'organisation spatio-temporelle. Et donc c'est vrai que la demande, elle n'a pas plus augmenté, mais les besoins vont vraiment être axés sur ces points qui concernent finalement le milieu scolaire, voilà, la sphère scolaire. La transition est toute faite, Nathalie, pour parler justement de la difficulté de ne pas être avec les autres, c'est-à-dire le jeune, l'enfant, l'adolescent, l'étudiant ne se retrouve pas avec les autres, et ça, on peut le dire, c'est une difficulté. Oui, ça fait partie de l'une des difficultés. J'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, se construire, surtout plus on grandit. Enfin, encore les enfants, encore, bon, avec le confinement, ils sont avec les parents. Bon, c'est encore l'âge, en fait, où ils sont. Mais à l'adolescence, étudiants, ils ont besoin de sortir de là. Il faut qu'ils sortent. Psychiquement, il faut qu'ils sortent. Or, la situation, telle qu'elle est mise en place, ne le permet pas. Enfin, ne leur permet pas. Et c'est très... Ouais. Oui, ça crée des frustrations. Et puis même, il y a un côté, même par rapport, comment dire, vous disiez un petit peu, est-ce qu'il y a plus de monde, etc., plus de jeunes. Moi, je n'observe pas au cabinet, j'observe moins d'enfants et les adolescents un peu, mais beaucoup plus d'adultes. C'est-à-dire, et pourtant, ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas. Oui. Mais, comment dire, le problème est comment dire, on oublie les autres générations. C'est-à-dire, on est sur la sécurité, nos personnes âgées, ou bien voilà, la sécurité des adultes, etc. Mais eux,
les jeunes, l'avenir, etc., enfin bon, le plus tard, etc., ils sont complètement oubliés. Et ils souffrent, hein, les enjeux, etc., mais on n'y pense plus. Le travail a fait énormément aussi dans cette idée que je suis tellement focalisée sur rendre des comptes au patron, parce que qui dit télétravail dit contrôle, dit rendement, dit il faut être là à l'heure. Enfin bon, il y a un certain nombre d'exigences au niveau professionnel. En plus, effectivement, gérer la génération précédente qui sont plus fragiles sur le plan de l'épidémie, eh bien c'est vrai que les parents, ils peuvent oublier un petit peu leur ado qui est dans son coin, dans sa chambre, sous son téléphone et qui ne fait pas de bruit en fait. C'est ça. Il dérange personne, alors que non, il faut aller le chercher, il faut aller le titiller un petit peu. Il faut et pouvoir, toi dans cette histoire. Et oui, voilà. Ouais. Et ce que tu disais tout à l'heure, tu disais effectivement, tu invitais finalement à ce que cette situation, comment les enfants peuvent tirer, comment chacun peut tirer profit. Et effectivement, les ados, les étudiants que j'ai, je leur dis, bon, ok, c'est une épreuve. C'est vrai qu'il y a des moments où il y a des guerres, il y a des moments où, dans la vie, il y a des épreuves. Et puis là, c'est une grosse épreuve pour le monde, etc. Bon. Mais qu'est-ce que toi, tu vas sortir de ça ? Qu'est-ce que tu vas t'enseigner ? Toi, il faut que tu t'enrichisses de ça. Donc, il faut... Et alors, Angela disait, aller dans le jardin, jouer, etc. Avec les adolescents, je disais, et les jeunes, philosopher, mais aussi les ouvrir sur le monde. C'est-à-dire, par exemple, regarder ensemble des documentaires, des documentaires Arte, ou je sais pas, des trucs intellectualisés pour qu'eux-mêmes, qu'ils s'éveillent et puis qu'ils aient aussi une pensée critique. C'est-à-dire que justement, actuellement, où il y a un discours dominant très cadrant, on marche au pas, il faut justement éveiller la pensée critique. Éveiller la pensée critique, justement, permettre... Et qu'est-ce que tu penses ? La pensée, toi, ta subjectivité, ta position. En fait, ce serait le moment tout simplement de les sensibiliser, de les responsabiliser et de les éveiller sur des choses qui les concernent directement. Ne pas les laisser en mode léthargique, endormis, en retrait de tout. Au contraire, ils sont concernés et ils sont en construction. Ce sont les adultes de demain. Donc il faut les accompagner, il faut les pousser, les encourager et leur donner quelque part des clés, des outils, parce que plus tôt ils auront toutes ces clés, ces réflexes et ces outils, demain ce seront des adultes qui seront équilibrés et bien dans leur peau. Donc il ne faut pas les négliger, au contraire, c'est pas parce qu'ils ne disent rien qu'ils ne sont pas en souffrance. Ils sont dans une souffrance, mais ils ne savent pas comment faire, ni comment agir. Donc, ne pas se dire, bon, ça va passer, non. Au contraire, on en parle, on pose des mots dessus, on exprime ce qu'on ressent, même si c'est de la colère. Hein. Une colère, c'est une émotion à prendre comme une autre. Elle vient exprimer quelque chose qui a été à l'encontre de ce qu'on est. Donc, il faut le dire et trouver quelque part des astuces, des solutions, des outils, des petites choses qu'on met en place. Attention cependant aux étudiants qui sont un peu plus fragiles, qui ont un risque de passage à l'acte plus fréquent, plus important. Et il faut vraiment faire attention, surtout si l'étudiant est dans sa chambre, un peu isolé de sa famille. Beaucoup sont rentrés chez les parents, tant mieux. Mais certains n'ont pas pu. Ils sont dans leur piole d'étudiants. Donc en temps normal, c'est déjà fragilisant, plus ou moins, mais il y a quand même les copains à côté. Mais là, les cités universitaires sont presque vides, donc les 3 ou 4 qui restent, ils sont un peu tout seuls et c'est compliqué. Et c'est là que ça commence à être difficile. C'est compliqué sur le plan économique et sur le plan psychologique et le risque est important. Donc c'est vrai que cette tranche-là est un beaucoup peu plus fragile. Et même les enfants, finalement, ils ont des inquiétudes, ils ont des questionnements par rapport à la situation. C'est vrai que souvent, on me demande, mais quand est-ce que ça va se terminer le Covid ? Pourquoi on doit mettre le masque, etc. Donc, il faut pouvoir aussi adapter son discours. Et aussi, il y a un manque de motivation, il y a un décrochage par rapport à des capacités qu'ils pouvaient avoir et un maintien, un encouragement qui était possible. Mais là, maintenant, c'est vrai que c'est compliqué. Les enfants, il faut vraiment pouvoir les soutenir dans cette situation, trouver les mots justes. Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'ailleurs pour personne, mais
Encore moins pour eux. Voilà, c'est ça. Je voudrais aussi dire quand même que c'est une occasion en or, je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que jusqu'ici, enfin nous en tout cas psy, enfin on observait au niveau du type de société dans lequel on vit, Lacan appelait ça le lien social capitaliste. C'est-à-dire où il y a justement le sujet et comment dire, on est plus dans le consommateur plutôt que le sujet. C'est-à-dire où on absorbe des idées toutes faites, de comportements, on y va, on fonctionne. Sauf que là, la situation nous oblige à faire autrement. Voilà. Et là, maintenant, le système, les rouages sont coincés. Il faut et donc faire maintenant, autrement. Il faut faire autrement, sauf qu'on a perdu les armes. C'est-à-dire les armes, c'est-à-dire la pensée critique. Penser déjà la pensée. C'est-à-dire je. Et donc vraiment, j'invite vraiment, c'est l'occasion en or pour résister. C'est-à-dire vraiment, comment dire, résister. Voilà, je pense tellement à l'esclavage, excusez-moi, je pense tellement à l'esclavage, parce que je vois tellement de liens, c'est-à-dire où justement le sujet-objet dans la machine qui fonctionne, qui rentre dans le... Et puis le sujet libre. C'est-à-dire, on est appelé à être des sujets libres. Libres, c'est-à-dire en lien avec l'autre, ou soi-même, on doit se mettre des limites pour pouvoir fonctionner à l'autre, avec l'autre. Mais c'est pas faire n'importe quoi. Mais en même temps, soi-même aussi se poser, se dire, OK, je choisis ça. C'est-à-dire pas on m'impose ou pas je fonctionne parce que c'est comme ça. Voilà, non. Réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça, donc c'est une occasion en or. Et j'espère qu'on ne la ratera pas. Enfin, bon, il y en a qui la rateront, mais j'espère qu'il y en aura plein qui profiteront. Il faudra en profiter, justement, pour stimuler nos jeunes, les aider, comme tu disais, hein, éveiller leur esprit critique, leur esprit de discernement, de logique par rapport à une situation donnée. Le thème aujourd'hui, c'est la situation sanitaire. Demain, ça va être autre chose. Mais ils pourront se dire, OK, je me suis enrichi de ça, j'ai pu trouver ça en moi. Et qu'est-ce que je peux faire avec pour avancer sur ma vie ? C'est très souvent ça. Et puis même avec ces discours, excusez-moi, allez-y. Sur le pass sanitaire, etc., avec des discours de propagande. Oui. Nous, en tant que psychologues, mais c'est pas possible, parce qu'on voit les techniques de propagande, nous, qui viennent de la psychologie, hein. Et on se dit, mince, et avec des jeunes qui vont avaler ça, qui vont harceler leurs copains, etc. Mais c'est quoi ? C'est de la folie. Oui. C'est de la folie, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. C'est dangereux. On a Caroline qui nous demande, quand on parle d'addiction aux écrans, vous qui êtes des professionnels, auriez-vous quelques petites astuces à partager avec nos parents ? Ça dépend ça dépend de l'âge. Ouais, bon, il y a plein de. Alors déjà, il y a tout ce qui est. Alors il y a le réseau addiction. Où il y a des structures, il y a des structures du réseau addiction qui, on a l'USLA, on a le Corridaf, enfin il y a plusieurs structures où ils peuvent consulter. Il y a aussi des, respecter les temps d'exposition aux écrans, c'est-à-dire limiter, ne pas hésiter, pas dire ah ouais mais tous les jeunes font ça. Non. C'est-à-dire cadrer de manière à ce que le jeune, et puis aussi allez, toi aussi, être dans l'interaction. Limiter. Et puis aussi, le problème, c'est que beaucoup de jeunes sont dans leur chambre avec les écrans. Donc, sur le lit, etc. Et ça n'aide pas à décrocher. Donc, il y a tellement de choses. Mais enfin, ils peuvent consulter. C'est très intéressant. Il y a des méthodes aussi. C'est toujours aussi, quand on veut poser un cadre, demander aussi à l'enfant, à l'ado, voilà, tu estimerais qu'il te faudrait combien de temps ? Ou coopérer, en fait, pour quelque part qu'ils se sentent un peu participatifs. Enfin, parfois ça fonctionne. Parce que je travaille en addictologie, donc quand le sujet en addiction, il n'est plus. Alors on parle dans les addictions vraiment à l'extrême. Non, c'est pas à l'extrême. C'est-à-dire que les enfants sont déjà en addiction extrême. C'est-à-dire que je travaille en addictologie et je peux vous dire qu'on est déjà, mais bon, sauf que socialement, c'est pas. Ça se voit pas. Voilà, ça se voit pas. Enfin, c'est-à-dire que les gens parce que tout le monde le fait.
mais sauf que ça a des conséquences. Donc c'est très compliqué. Donc ils peuvent consulter, ou là ils pourront avoir des réponses spéciales, etc. Vraiment des réponses adaptées. Et quelque chose aussi, c'est-à-dire que c'est très important de lutter tôt contre les addictions, parce que un enfant addict peut un peu plus tard passer à un autre produit d'addiction. C'est-à-dire ils peuvent être addicts aux écrans et puis après passer au cannabis ou à la drogue, etc. C'est-à-dire le processus addictif est le même, mais il change juste de produit. Donc c'est assez important. Aussi, on peut aussi proposer à l'enfant de jouer avec lui, et aussi on peut l'observer dans son fonctionnement. Si par exemple il y a des personnages qu'il préfère, pourquoi pas s'appuyer sur des jeux autres que les écrans. Voilà, des jeux interactifs, des jeux de société ou des jeux où on va vraiment stimuler l'imaginaire, où on va s'appuyer sur les personnages qu'ils aiment, qu'ils préfèrent, et pouvoir justement les sortir entre guillemets des écrans en fait. Je pense que... Pardon. Et c'est important de résister, et en plus aussi qu'il y ait une cohésion de l'environnement. Parce que le problème, c'est que l'un peut résister, et puis bon, s'il y a des gens autour qui disent « Ah, mais laissez Timoun là, machin », et qui montent au contraire, qui cassent l'autorité, par exemple, de celui parental, de celui qui voilà, et qu'on dit « Mais c'est n'importe quoi ce qu'il dit », etc. Et qui encourage l'enfant à cette jouissance consommatoire, eh ben, ça cache tout. Donc c'était vraiment... prendre conscience déjà, et puis savoir que ok, ça ne te dérange pas cette addiction-là, mais attention, bita bab. Ça veut dire que ça peut emmener beaucoup, et ça risque d'emmener d'autres problèmes, et après où tu diras, ah, mais l'enfant, et voilà. Bon. On a Caroline qui nous a remerciés pour cette émission, et on a France-Lise qui nous demande, est-ce que nous ne pensons pas que le plus dur pour nos enfants et nos jeunes, c'est de ne pas pouvoir aller à l'école? Ouais, il y a ça aussi. Parce qu'il n'y a pas que ça. Voilà, mais il y a ça aussi. Donc voilà, il y a ça aussi. Ouais, à l'école, ça fait partie des... Ouais. J'ai vraiment envie de mettre le aussi, parce que pour certains, ne pas pouvoir aller à la plage, par exemple, voilà, ça c'est problématique. Je prends l'exemple des autistes qui sont en rapport constamment avec l'eau. Ne pas pouvoir aller à la mer, c'est très problématique. C'est autant problématique que l'autre qui ne peut pas être avec ses camarades et qui ne peut pas aller à l'école, quoi. Donc c'est pour ça que je dis aussi. Bien sûr. Aussi. Alors vous savez qu'il nous reste 3 minutes, juste 3 minutes. Ça a été vite. On va faire un petit tour sur ce sujet, la santé mentale de nos jeunes. On a parlé des enfants, des adolescents, des étudiants. On va faire un petit tour parce que vous êtes des spécialistes. Vous avez peut-être un petit quelque chose à rajouter avant la fin de l'émission, et je veux vraiment que vous puissiez dire tout ce que vous aviez prévu de dire. Donc on va faire un petit tour, et même si on dépasse un petit peu, il n'y aura pas de problème, parce que à Canal 10, la santé est une priorité. Angela? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, profitez de ce temps pour partager des bons moments avec vos enfants, alors avec aussi les générations des grands-parents, même tout en les protégeant, mais on voit la place importante dans la transmission que portent ces grands-parents. Donc se couper complètement, c'est pas forcément intéressant, en tout cas sur le plan développemental. Après, je ne vais pas me statuer sur le plan sanitaire. Et puis surtout, de l'amour. N'hésitez pas à dire et à montrer à l'autre que vous l'aimez, que vous êtes attaché à lui ou à elle. Vraiment, c'est important. Et même quand on est timide, je sais que, en Guadeloupe, on n'aime pas trop montrer ses sentiments, exprimer ouvertement ses sentiments, mais d'une manière ou d'une autre, il faut pouvoir le dire, et puis s'assurer que l'autre en face a bien reçu le message. C'est vraiment important, parce qu'on est tous isolés finalement, on a tous peur, et cette introspection, elle est intéressante, mais pour après pouvoir aller vers l'autre et ne pas rester replié sur soi. Donc transmettre de l'amour, partager,
partager. Je pense que c'est le plus important, être attentifs les uns aux autres, voisins, voisines, en famille, mais également sur les frontières avec les personnes avec lesquelles on partage un même espace de vie. Je pense que c'est une priorité. Ne pas se perdre dans trop de mesures, trop d'obligations, parce que l'essentiel, c'est de partager cet amour, de transmettre ces émotions positives pour que demain, on puisse... la vie continue et il y aura de belles choses forcément qui vont se présenter. Merci beaucoup, Angela Anani. Je rappelle que vous êtes psychologue. Audrey Lopen. Alors moi, ce que je dirais aux parents, c'est de prendre soin de leur enfant, de toujours être dans la bienveillance, dans beaucoup d'amour, parce que quelque part, ils ne sont pas armés contre le manque d'amour, le manque d'attention. Et penser aussi que quand on a besoin de se faire accompagner, on est là aussi, se faire aider, un petit coup de pouce, une aide, un conseil qui va répondre à une demande bien spécifique par rapport à l'enfant. On est là pour ça. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes sophrologue naturopathe. Naomi Lacide, qui est psychomotricienne. Un petit mot de la fin. Oui, ce que j'aurais aimé dire, c'est vraiment de se faire, en tant que parent, de se faire confiance, parce qu'effectivement, on n'est pas enseignant, d'accord, mais on peut aider son enfant. On a quand même ce rôle de parents, c'est nous, en tant que parents, qui connaissons le mieux nos enfants, et de pouvoir aussi l'accepter comme il est, en fait. L'accepter comme il est et lui proposer, aller à son rythme, lui proposer des choses. Si par exemple il veut travailler, il n'arrive pas à tenir plus de 5 minutes, aujourd'hui c'est pas grave, on va travailler 5 minutes, il va faire une petite pause et reprendre. On va à son rythme pour pouvoir favoriser finalement une atmosphère détendue et qu'il n'y ait pas une relation conflictuelle en fait. Voilà, c'est important, parce que c'est vrai qu'on a vraiment ce retour des parents qui n'arrivent pas à pouvoir aider leur enfant pour les apprentissages, puisque c'est vraiment là, il y a une grosse problématique par rapport à ça actuellement. Mais c'est vraiment de pouvoir aller au rythme de l'enfant et pouvoir vraiment l'accueillir comme il est. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Nathalie Ninine, psychologue. Alors j'ai envie de dire, on pense beaucoup au nombre de morts, à la peur de mourir, etc. Mais pensons à la vie. Pensons à la vie, à l'avenir. Les jeunes, justement, sont pleins de vie. C'est l'avenir, c'est la vie qui va continuer. Effectivement, tout ça... Dans cette société, on a tendance un petit peu à vouloir occulter la mort, la maladie, etc. Tout va bien, tout va très bien. Et là, on est face à ça. Et donc, effectivement, on est aux abois, mais en même temps, la vie est là. La vie continue et la vie, c'est les jeunes. Et comme Angela a dit, l'amour, c'est-à-dire le sens de la vie, c'est l'amour. C'est-à-dire, pas seulement l'amour qu'on reçoit, mais l'amour qu'on donne. C'est-à-dire être utile. Être utile, c'est-à-dire que sa vie ait du sens. Sa vie a du sens que si je sens que je suis utile à l'autre. Utile, non pas utilisé, hein, mais utile, c'est-à-dire que l'autre a besoin de moi. Et moi aussi, j'ai besoin de l'autre. Donc vraiment, cultiver ça, le sens de la vie. Merci beaucoup, Nathalie Ninine, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous quatre et bien entendu, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été au rendez-vous. On se donne un prochain rendez-vous pour Santé 10 jeudi, 20h, 21h. Comme d'habitude, j'aimerais remercier Jordan qui était ce soir à la réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe de Canal 10, un petit coucou particulier à Sandrine Rodriguez qui s'occupe de vous informer sur les réseaux de Canal 10 des thématiques le jeudi de Santé 10 et en général de ce qui se fait ici à Canal 10. Merci beaucoup Sandrine. Et puis nous caprons jeudi prochain, même lait, même télé, Zoja Gonette.